Voyons maintenant comment maîtriser la procréation humaine. Donc il y a deux applications, donc soit empêcher la procréation ou alors la favoriser. Donc on va commencer par empêcher donc la procréation. Donc pour empêcher la procréation, deux méthodes. La première, donc, c'est d'empêcher la rencontre des gamètes, donc c'est la contraception qui est un diminutif de contraconception. La deuxième possibilité, c'est la contragestion, c'est-à-dire contragestation, c'est-à-dire que la conception a eu lieu, mais on empêche la gestation. Donc en fait, on empêche la grossesse. Alors on va commencer par la contraception. Donc bon, le tableau parle plus ou moins de lui-même. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe des barrières physiques dans la contraception et des barrières chimiques. Alors on va voir que les deux types de barrières sont liés souvent. Donc vous avez chaque fois le taux d'échec la première année et vous avez le mode d'action physiologique. Donc d'abord les barrières physiques, donc préservatif masculin, féminin, et le diaphragme aussi, donc qui est possible. Alors souvent, ces méthodes physiques sont doublées de méthodes chimiques, puisqu'on utilise aussi, on s'est combiné souvent à des spermicides. C'est pour ça que je vous ai dit, ces méthodes physiques ou chimiques séparément, c'est pas si évident que ça, puisque c'est souvent utilisé conjointement. Donc, ça sont les méthodes de barrière physique. Donc, les spermicides, donc essentiellement vaginaux, donc qui tuent les spermatozoïdes dans le vagin, donc après éjaculation. Vous voyez que le taux d'échec est quand même relativement élevé de cette méthode. Vous avez la stérilisation, donc la vasectomie, donc chez le mâle. Donc on, on empêche en fait les spermatozoïdes d'arriver dans le liquide séminal. Donc le canal, le canal déférent est obstrué, enfin ligaturé. Souvent c'est des ligatures où vous avez la possibilité d'avoir une ligature des trompes. Alors bon, ce moyen de contraception est efficace, puisque vous avez un taux d'échec qui est inférieur à 0,5%, donc la première année. Par contre, c'est une méthode qui est la plupart du temps irréversible. On peut considérer en première approximation que c'est irréversible, même s'il existe des opérations qui permettent de rendre ces stérilisations réversibles. Ensuite, le stérilet, donc qui s'emploie chez la femme. Donc le stérilet est posé à l'aide d'une tige relativement longue. Et en fait, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, bon, le stérilet est une petite pièce en plastique qui épouse la forme de l'utérus avec les deux cornes, et puis vous avez un fil de cuivre qui entoure la partie rectiligne. Et en fait, le mode d'action du stérilet est basé sur le fait qu'il crée une irritation de la muqueuse utérine, et cette irritation empêche la nidation de l'œuf. Alors, le stérilet peut aussi être associé à des hormones de synthèse qui empêchent le développement de la muqueuse utérine, et donc il libère le stérilet en question, qui est un stérilet un peu plus complexe, libère ces hormones, enfin ces équivalents d'hormones, au fur et à mesure que le temps passe. Donc en fait on l'installe, et puis c'est un stérilet qui dure un certain temps et qu'on remplace plus fréquemment que le stérilet qui ne possède pas ces systèmes, et qui diffuse ces hormones qui empêchent le développement de la muqueuse utérine, et donc qui rend impropice l'utérus à la nidation. Donc le stérilet, vous voyez que c'est relativement
moyen de contraception qui est relativement efficace. Et après, vous avez tout ce qui est pilule, donc les œstrogènes et les progestatifs. Donc la prise de pilule, donc là aussi qui est relativement efficace, bon, à condition de bien respecter la posologie, c'est-à-dire de la prendre régulièrement selon les prescriptions. Donc on va voir, je vous propose de voir deux types donc de pilules. Donc ici, vous avez un œstroprogestatif, donc c'est-à-dire une association d'œstrogène et de progestérone de synthèse. Et vous voyez que quand la femme prend la pilule quotidiennement, vous voyez qu'on n'a plus de pic de LH ni de pic de FSH et qu'il n'y a plus non plus de pic de stradiol ni de sécrétion de progestérone. Donc en fait, les cycles sont bloqués, les cycles sont arrêtés. En fait, on mime avec les pilules œstroprogestatives, on mime la phase lutéale ovarienne, et donc il n'y a plus d'ovulation, puisqu'on mime la phase lutéale. Alors, ce qui est dosé ici, ce sont les hormones endogènes, hein, donc les molécules produites par l'organisme. On ne tient pas compte des œstrogènes et des progestatifs de synthèse qui sont pris par la pilule. D'accord, donc ça va, je pense que c'est assez clair. Hein. Donc on mime en fait, l'idée c'est de mimer la phase lutéale et donc de ne pas avoir d'ovulation. Alors, il existe des pilules dites microprogestatives. Donc dans ce cas-là, on administre une faible dose de progestérone de synthèse. Et donc dans ce cas-là, quand on dose les hormones ovariennes, on se rend compte qu'on a un pic d'œstrogène, donc ici c'est le stradiol qui est mesuré, et libération ou sécrétion de progestérone à partir du jour 14. Donc ce qui signifie bien que la croissance folliculaire a bien lieu, hein, il y a bien un follicule qui se développe, qui produit de l'œstradiol en grande quantité. On a aussi on a un rétrocontrôle positif des œstrogènes sur la sécrétion de LH et de FSH. Donc on a bien un pic de LH, une ovulation et une transformation du follicule encore jaune. Hein, donc d'où la forte sécrétion de progestérone au cours de la phase 14 à 27. Hein, donc là, on n'empêche pas la pilule microprogestative n'empêche pas l'ovulation. L'ovulation n'est en aucun cas empêchée. Par contre, vous allez avoir des effets importants sur la glaire cervicale et sur la muqueuse utérine. Donc en fait, la filance de la glaire cervicale, c'est-à-dire sa capacité à former des fils quand on les tire, est faible, donc ce qui signifie que c'est un milieu qui est peu propice au passage des spermatozoïdes, et le volume reste faible aussi, donc le milieu n'est pas favorable à la progression des spermatozoïdes en milieu aqueux. Et vous avez également, donc cet aspect-là empêche les spermatozoïdes donc, de remonter dans l'utérus et dans les trompes, même s'il y a ovulation, et même s'il y a ovulation puis fécondation, on a un développement très faible de la muqueuse utérine, donc la nidation a très peu de chances de se réaliser. Donc ces deux variantes, si vous voulez, hein, donc les œstroprogestatifs qui empêchent toute ovulation et donc pas de fécondation, et les microprogestatifs donc, qui eux n'empêchent pas l'ovulation mais qui empêchent la fécondation et éventuellement l'implantation de l'embryon si il devait y avoir eu une fécondation. Alors une autre méthode, c'est la contragestion. Donc là, c'est s'il y a eu conception, donc s'il y a eu une fécondation non désirée,
Donc c'est le RU 486, qu'on appelle aussi pilule du lendemain. Donc RU 486, pourquoi? Parce que c'est la firme Roussel-Uclaf qui a déposé le brevet, et c'était le brevet numéro 486. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le RU 486. Alors qu'est-ce que c'est que cette molécule? Eh bien, cette molécule, c'est une molécule qui a la même conformation à peu près que la progestérone, donc, mais qui ne va pas avoir les mêmes effets. Donc en fait, le RU486, quand il est administré, il va occuper, notamment sur le myomètre, dans les cellules du myomètre, il va occuper les récepteurs intracellulaires à la progestérone, hein, mais sans empêcher les contractions du myomètre. Donc quand la progestérone va arriver, les sites des récepteurs sont occupés et la progestérone ne pourra pas inhiber les contractions du myomètre. Donc si vous voulez, c'est un agoniste de la progestérone, mais quand il y a eu la liaison récepteur-ligand qui a eu lieu, eh bien, le RU486 récepteur de la progestérone n'a pas les effets du complexe progestérone récepteur. En fait, ce complexe RU486 récepteur de la progestérone est inactif, et donc les contractions du myomètre peuvent avoir lieu, et donc l'embryon qui est implanté sera expulsé. Alors, pour des raisons d'éthique, hein, il est clair que cette pilule ne peut pas, cette molécule ne peut pas être administrée trop tardivement en cours de grossesse. Hein. Bon, on comprend bien pourquoi. Alors c'est tous les débats qu'il peut y avoir entre les raisons éthiques et puis voilà, les raisons de souhait de la femme de se débarrasser d'un embryon qui n'aurait pas été souhaité. Donc c'est toujours assez délicat à trancher. Donc pour la contragestion, c'est compliqué. Pour la contraception, disons que c'est plus, d'un point de vue éthique, c'est plus facile à gérer. Alors il faut quand même se méfier, parce que d'un point de vue éthique, c'est peut-être facile à gérer. D'un point de vue médical, c'est peut-être un peu plus délicat. Parce que vous avez vu que les œstrogènes et la progestérone, c'est quand même des hormones qui stimulent les proliférations cellulaires. Et c'est pas impossible qu'il y ait un lien entre la prise de progestérone et d'œstrogène et une recrudescence de cancer du sein ou de cancer de l'utérus. Donc il faut être prudent là-dessus. C'est pas forcément montré, mais voilà, il y a des doutes qui persistent en ce moment. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Et bon, donc le rôle du comité d'éthique, c'est d'éclairer le législateur sur jusqu'à quand est-ce qu'on peut administrer cette molécule ou pas. Alors ensuite, je passe à favoriser la procréation. Donc c'est toutes les techniques de la PMA, donc de la procréation médicalement assistée. Alors je vais pas insister trop lourdement, vous donner juste les principes. Donc d'abord la FIVET, donc la fécondation in vitro et transfert d'embryon ou transplantation d'embryon, comme vous voulez. Hein, on peut utiliser transfert ou transplantation. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Donc on va stimuler les ovaires, on va donc déclencher artificiellement une ovulation et on va récupérer les ovocytes. Alors généralement on récupère les ovocytes à partir des ovaires. On récupère d'un autre côté les spermatozoïdes, on rassemble les deux dans un liquide propice donc aux spermatozoïdes et à l'ovocyte, on fait la fécondation se faire in vitro et on récupère des embryons. On laisse se développer les embryons dans les premiers stades, et après on va réimplanter les embryons dans l'utérus. Alors, donc ça c'est en gros. Alors après, dans le détail, je vais vous détailler un certain nombre de points, et notamment par rapport à la loi ou par rapport à des raisons éthiques ou ce genre de choses.
Donc, bon, quand on obtient les embryons et qu'on les réimplante, la réimplantation ne fonctionne pas à 100%. Donc, quand on a des embryons, on crée d'habitude plus d'embryons que ce dont on a besoin et les embryons surnuméraires sont congelés et ils peuvent être décongelés pour être réimplantés en cas d'échec ou en cas de désir d'un enfant supplémentaire. Donc, bon, ça pose un problème d'éthique aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait des embryons qu'on a congelés et qu'on n'utilisera pas? Donc ça, c'est un premier souci. Après, il y a aussi tous les problèmes. Voilà, on peut avoir. Alors, on va prendre un cas classique. Donc, vous avez un couple stérile. Donc, admettons la stérilité. Donc, dans le cas du couple stérile là, que je vais vous indiquer, en général, la stérilité provient de la femme. Donc, ce qu'on fait, on récupère les spermatozoïdes de l'homme du couple, on récupère, après stimulation, les ovocytes de la femme du couple, et on fait une fécondation euh, in vitro. On va on va aussi préparer l'utérus de la femme du couple par des traitements hormonaux à recevoir les embryons, hein, c'est-à-dire faire en sorte que la muqueuse utérine soit bien développée, etc. Et on réimplantera les embryons. Voilà. Donc là, finalement, c'est un couple dont la femme a une stérilité, soit les ovaires, les cyclovariens ne fonctionnent pas, soit, enfin, il peut y avoir pas mal de raisons. Là où les embryons ne s'implantent pas, enfin, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, et donc à ce moment-là, on pallie à cette stérilité du couple avec des cellules, des gamètes du couple lui-même. Voilà, donc ça, c'est relativement bien accepté par les législateurs des différents pays. Alors, une précision aussi, hein, avant d'implanter les embryons, on fait ce qui s'appelle un diagnostic pré-implantatoire, c'est-à-dire qu'on vérifie que les embryons sont bien sains, viables, etc. Et on va implanter que cela. Alors après, on peut appliquer cette même technique à un couple dont la stérilité provient de l'homme. Et donc dans ce cas-là, les spermatozoïdes ne sont pas viables ou bien produits en trop faible quantité. Donc on peut essayer cette technique-là, malgré tout, récupérer du sperme de l'homme du couple, mais généralement les taux d'échec sont assez élevés parce qu'on obtient assez peu de cellules œufs, parce que les spermatozoïdes ne sont pas fécondants. Donc même en les préparant, en leur faisant subir tous les traitements, etc. Donc assez compliqué. Donc on peut prendre du sperme d'un donneur, et généralement il s'agit d'un donneur anonyme. Donc il y a une banque de sperme où les couples stériles peuvent s'adresser et vous pouvez donc on peut réaliser une fécondation et l'embryon sera implanté dans la femme du couple. Bon, mais les gamètes ne proviendront pas de l'homme en question. Donc là aussi, ça pose des problèmes d'éthique, notamment pour l'enfant à naître, qui est son père, enfin voilà. Donc il faut pouvoir discuter de ces problèmes d'éthique. Et puis vous avez aussi la technique qui est complètement différente, hein, donc où vous avez recours à une mère porteuse. Donc on va récupérer des ovocytes anonymes, on va récupérer du sperme anonyme aussi. On va avoir recours à une mère porteuse. Hein, donc là, c'est dans le cas où dans le couple, les deux sont stériles et puis où la mère n'est pas capable, où la femme n'a pas d'aptitude à porter des embryons et à les maintenir viables et voilà, avoir une grossesse normale. Donc là, on a recours à une mère porteuse et l'enfant sera après rétrocédé au couple en question. Alors ça, a priori, il me semble que c'est actuellement interdit en France. Par contre, c'est tout à fait légal dans un certain nombre de pays, hein, au Canada notamment, hein, et même un couple de femmes peut avoir recours à cette technique, ou même un couple d'hommes, hein, avec une donneuse d'ovocytes anonyme, et puis la mère porteuse qui est complètement différente, qui n'a rien à voir avec la donneuse d'ovocytes.
Et y compris au Canada, ce qui est autorisé, c'est y compris euh, en choisissant les ovocytes sur catalogue. Voilà, on cherche tel et tel caractère physique, intellectuel chez la femme en question et chez l'homme aussi, et donc on conçoit si vous voulez, l'enfant qu'on veut, quoi. Donc c'est quand même, enfin, d'un point de vue évolutif, on choisit, on laisse plus, disons, le hasard faire seul. On choisit ses critères, ce qui est pas évident du tout. Enfin, ça fait réfléchir. Voilà, je prendrai pas position, c'est pas mon rôle, mais disons que voilà, faut faut y cogiter, et puis vous verrez avec les élèves que vous aurez, ils vous poseront déjà un certain nombre de questions. À vous de vous faire votre propre opinion, d'en discuter avec les élèves et surtout d'expliquer pourquoi vous avez telle opinion ou telle opinion si vous la donnez aux élèves. De toute façon, on dit oui, pas donner l'opinion aux élèves, ils vous lâcheront pas. Ils vous lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas votre opinion. C'est normal, ce sont des adolescents qui sont en train de se construire, donc les adultes leur servent quand même de référence et ils ont besoin psychologiquement de savoir ce que pensent les adultes pour se forger leur propre opinion à partir de ce que pensent les uns et les autres. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne, pour tout ce qui concerne la fivette. Donc vous voyez qu'on peut, en gros, on maîtrise un peu tout et on sait à peu près tout faire. Après, les limites, c'est plus éthique. Alors, il existe donc des établissements qui conservent du sperme congelé, etc. Et donc, vous avez ici à Strasbourg, à Schiltigheim, il y avait un hôpital qui était, enfin, il existe toujours, qui était pionnier dans ces domaines au monde, notamment avec le professeur Nizan, qui a développé ce genre de techniques et de conservation. Alors la deuxième technique assez connue et assez employée de procréation médicalement assistée, c'est l'ICSI, donc ce qu'on appelle l'injection cytoplasmique de spermatozoïdes dans l'ovocyte. Donc là, on prend un ovocyte et puis on injecte avec une micropipette directement à l'intérieur de l'ovocyte, donc le spermatozoïde. Alors cette technique peut présenter un intérêt, notamment dans le cas d'un couple stérile, dans lequel l'homme est stérile parce que ces spermatozoïdes ne sont pas suffisamment mobiles. Donc c'est quelque chose qui est envisageable dans ce cas-là. Donc vous voyez ici que c'est assez intéressant l'image, parce qu'on voit la micropipette d'injection qui est à droite. Ce qui est à gauche, la partie blanche qu'on voit à gauche, c'est une autre micropipette qui tient par aspiration l'ovocyte en place. Vous voyez la zone pellucide et en haut, vous voyez le premier globule polaire qui n'a pas encore, donc qui a été émis. Le deuxième, on ne le voit pas. Alors, je ne sais pas dans le détail comment est-ce qu'on fait pour que le deuxième globule polaire soit émis. Est-ce qu'il est émis automatiquement quand la micropipette pénètre ou pas, puisqu'il faut quand même que l'ovocyte termine sa deuxième division de méiose. Voilà, et puis après, une fois qu'on a fait ça, on rejoint un peu la technique de la fivette, on va cultiver les embryons, on fera des diagnostics préimplantatoires, on implantera les embryons dans l'utérus et nidation, etc. Alors soit chez la femme du couple ou chez une mère porteuse. Voilà, en gros, je vous ai dressé un tableau des techniques à la fois qui permettent de favoriser la reproduction et ceux qui permettent de l'empêcher. Voilà, on pourra rediscuter de tout ça si vous souhaitez en classe virtuelle. Bon, je pense pour le reste, vous trouvez tout ce qu'il vous faut dans la législation française. Il y a ce qu'il faut. Enfin, on trouve des sites intéressants, donc pas de problème là-dessus. Voilà. C'est pas la peine que moi je vous blablate trop longtemps sur ces questions. Voilà. Et j'en ai terminé.